Bonjour et bienvenue dans la télé du Salon. On est toujours en direct du Salon du Livre à Montreuil et si vous nous regardez maintenant tout de suite, c'est le Social Club, l'émission qui place la littérature jeunesse au cœur de la société. Et aujourd'hui, on va, je pense, bien rigoler puisqu'on va parler de bande dessinée jeunesse. Mais avant, je suis avec Sylvie Vassallo. Bonjour. Bonjour. Alors, que retenir de cette journée ? C'est la première journée grand public du salon. Il y a beaucoup de monde dans les allées. Peut-être un élément important, on va signer notre nouvelle convention avec la Caisse d'allocation familiale du 93 autour de nos actions dans les familles du département et avec notamment un jeu créé par Eva Offredo et Alex Rousseau qui est un jeu de poésie aléatoire. Et comme tous les jours, tu es allée fouiller, Sylvie, dans les tréfonds de notre histoire littéraire, pas si loin, je crois, cette fois-ci, pour comprendre un petit peu mieux d'où vient ce phénomène de la BD jeunesse. Oui, je ne suis pas allée très très loin, mais c'était important d'en parler en ouverture de votre débat sur la BD jeunesse. Je suis allée même tout près, puisque cette semaine, la semaine dernière, Bernadette Després, qui était la créatrice de Tom Tom et Nana, est décédée, nous a quittés. Elle a même été enterrée le jour de l'ouverture du salon. Je crois que c'était peut-être un signe pour montrer qu'on pensait à elle. Et elle a créé en 1976 ces personnages de Tom Tom et Nana. Au démarrage, la BD s'appelait La Fourchette pour les éditions Bayard, qui créait J'aime lire. Et ça parle de la manière dont la presse jeunesse amène à la littérature et amène à la littérature par la bande dessinée. Donc pour moi, c'était important de citer ces deux personnages, ce duo de personnages, frères et sœurs, qui ont fait la joie de générations et de générations d'enfants qui sont devenus adultes et qui en parlent encore. C'est une entrée en lecture pour eux. Donc deux personnages qui sont impertinents, qui sont espiègles et qui marquent de la littérature jeunesse de son humour. Merci beaucoup Sylvie. Et maintenant, place à la discussion. On l'avait un peu oublié, il faut le dire, et puis Mortelle Adèle est arrivée. Avec ses millions d'exemplaires vendus, elle a révolutionné le secteur jeunesse. Alors on a commencé à entendre dans les cours d'école « Poussez-vous les moches » ou encore « Face de Burke ». Et surtout, on a vu le rayon BD jeunesse se grossir de dizaines et voire de centaines d'exemplaires de BD jeunesse. Mais comment la bande dessinée pour la jeunesse s'affirme-t-elle? Quels changements radicaux a-t-elle connus ces dernières années? Et surtout, la BD est-elle vraiment retournée en enfance? Avec moi pour répondre à ces questions, Charlotte Moonlick, éditrice chez Rue de Sèvres. Bonjour. Bonjour. Deux auteurs de bande dessinée, Margot Farnoux et Émile Bravo. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Bron, éditeur chez 2024. Bonjour. Charlotte, bon, j'ai un peu peut-être exagéré avec Mortelle Adèle parce que la BD jeunesse, ça existait avant. Vous, à Rue de Sèvres, ça fait 10 ans que vous êtes lancé dedans. Comment était l'état du marché quand vous êtes lancé ? La bande dessinée jeunesse, elle existait déjà. On a parlé de Bernadette Després. Il y avait beaucoup de bandes dessinées dans les magazines, et notamment chez Bayard en France. Et nous, chez Rue de Sèvres, comme Rue de Sèvres est un label bande dessinée de l'école des loisirs, dans une maison jeunesse. Rue de Sèvres, c'est un catalogue qui tout public et adulte et jeunesse. Mais les premiers titres, et le premier titre à être paru dans les trois premières sorties, c'était Zita, la fille de l'espace. Donc c'était une bande dessinée jeunesse. Et de toute façon, c'était dès le départ dans le projet d'avoir cette ligne bande dessinée jeunesse dans le catalogue Rue de Sèvres. Et est-ce qu'en 10 ans, vous avez vu quand même la montée en puissance du secteur ? En fait, la vraie montée en puissance, elle est arrivée parce que la bande dessinée a été enfin acceptée à l'école. Elle est rentrée dans les listes de l'éducation nationale, vraiment grâce aux bibliothécaires et aux documentalistes des écoles et
et des collèges qui, elle et eux, avaient compris très tôt le bonheur et la joie de lire de la bande dessinée et que c'était la littérature qui avait toutes ses lettres de noblesse et toute sa place. Mais en rentrant sur les lignes de l'éducation nationale, sur les listes de l'éducation nationale, c'est rentré dans les classes et auprès des instituteurs. Vous, Émile, ça fait aussi un petit bout de temps que vous faites de la BD, faut le dire, je crois. Non. Est-ce que vous avez remarqué plus d'appétence pour la BD jeunesse de la part d'éditeurs ou plus de sensibilité peut-être ? Alors, moi j'ai un petit... je sais pas, c'est un peu bizarre parce que pour moi, la BD, en fait, elle était au départ créée pour la jeunesse, en fait. C'est à partir de la fin des années 60 qu'il y a eu cette BD adulte, entre guillemets, qui est apparue, mais la BD, c'est un média qui a été créé pour les enfants, quoi, au départ. Donc voilà, pour moi, la BD jeunesse, c'est ce qui existe depuis le départ, en fait. Ensuite, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a l'impression, moi-même moi qui fais j'ai fait du Spirou, là, j'ai fait une histoire de Spirou et souvent quand on me voit ici au salon de Montreuil avec mes histoires d'ours nains là. Il y a beaucoup il y a un public, il y a des lecteurs qui me disent ah mais on savait pas que vous faisiez de la jeunesse et moi je leur dis mais enfin je fais du Spirou c'est pour la jeunesse et on a l'impression que c'est un truc d'adulte Spirou, donc c'est assez curieux comme truc, donc je sais pas, enfin pour moi voilà, c'est tout ça pour dire que pour moi la BD c'est fait c'est avant tout fait pour les enfants, quoi. Enfin bon, je sais qu'après il y a une autre bande dessinée bien sûr, mais oui, enfin à la base et moi si je fais de la bande dessinée, il me semble que dès le départ l'idée, enfin non pas dès le départ, mais l'idée très rapidement ça a été de travailler pour les enfants, en fait, vraiment à travers j'ai fait une série qui s'appelle les épatantes aventures de Jules, et l'idée c'était vraiment de parler à ces enfants, d'ailleurs parce que je trouvais qu'il y avait peu d'auteurs, en fait, qui continuaient à faire de la jeunesse, justement. Voilà. C'était quoi? C'était ça la question? C'était plutôt, est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, il y a plus d'éditeurs peut-être qui viennent vous voir pour vous demander de la BD jeunesse ? En fait, donc, moi, comme je suis moi, je sais pas si je suis un peu à part, mais les éditeurs se rendent bien compte que moi, je fais de la BD intergénérationnelle, en fait, c'est pour tout le monde. Donc, on m'a jamais posé la question comme ça, quoi. Ils savent que j'ai besoin de m'adresser aux plus jeunes, mais comme à leurs grands-parents, en fait. Donc, je sais pas, mais je sais pas quoi. Je sais pas, enfin, je suis peut-être pas le bon exemple, en fait. Je sais pas, il faut demander à Margot, par exemple. Je sais Mais pas. justement, ça tombe bien, excellente transition, merci beaucoup. Margot, vous êtes sortie à l'inverse d'Émile il y a peu de temps de l'école. Pourquoi vous dirigez vers la BD ? Oui, du coup, je suis sortie en juin de l'école et au départ, quand j'ai commencé mes études d'art, je pensais plus faire des albums jeunesse et pas de bande dessinée. Mais je me suis rendu compte que la BD, ça me faisait rire et que j'aimais aussi faire rire les autres par la BD. Et que ça me permettait aussi de développer des jeux autour du langage, des jeux de mots que je trouvais moins dans l'album jeunesse. Et voilà. Mais pour moi aussi, les vacances de Nana et Nini, je ne l'ai pas pensé comme une BD pour enfants. Enfin, les personnages, c'est des enfants. Et du coup, je me mets dans leur peau quand j'écris. Et du coup, c'est via un regard d'enfant. Mais pour moi, c'est à partir de 6 ans, mais pour tout le monde, quoi. Enfin, il y a même des références. Il y a une référence à Madonna. Enfin, il y a vraiment plusieurs lectures pour tous les publics. C'est vrai qu'il y a une vraie porosité, en fait, entre les âges. Olivier Bron, vous avez lancé la collection 4048 en 2019. Faut pas se tromper dans les chiffres, c'est pas évident. Quelle en a été la genèse et quelle aujourd'hui part de marché la collection a sur l'entièreté de votre maison ? Donc 2024, c'est une maison qu'on a fondée en 2010 à deux et sur un parcours qui est assez classique sur les éditeurs indés de bande dessinée où c'est l'émanation d'une structure autour d'une bande d'auteurs et d'autrices. On sort de l'école, notre travail, on le projette pas bien dans les catalogues qui existent à l'époque, dans le paysage éditorial. Et donc Simon et moi, on crée la structure en sachant pas trop ce que ça peut donner. Mais d'abord pour porter des livres qu'on voyait pas trop édités ailleurs. Mais notre envie à l'époque, elle était autant de faire des livres illustrés que des bandes dessinées.
maintenir une frontière assez floue, naviguer assez librement, en tout cas dans les formes et dans les formats, pour offrir le plus de liberté possible aux auteurs et autrices avec qui on avait envie de bosser. Où on a vraiment construit le catalogue autour d'une bande dessinée qui était plutôt ado-adulte, a priori, même si en fait le premier livre qui a fait basculer la maison d'édition vers quelque chose de plus professionnel, c'était Jim Curious, donc un livre de Mathias Picard, qui est une bande dessinée muette en 3D, et qui a en fait très largement été soutenu dans les rayons jeunesse des librairies. Qui a été ici en sélection pépite. À l'époque, il l'avait mis en catégorie 3-6 ans. Pour nous, c'était lunaire. Enfin, on se posait pas du tout, et même encore, on a du mal à réfléchir en termes de public. Souvent, quand on fait un bouquin, on commence par réfléchir avec l'auteur à où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Et puis une fois qu'on est allé au bout de son projet ensemble, on se dit bon, ben ça c'est quand même. Voilà, on va plutôt le guider vers telle ou telle collection parce qu'il me semble qu'il sera mieux travaillé en librairie par tel ou tel rayon. Mais c'est une réflexion qui vient souvent. Alors, c'est pas vrai pour tous les projets, mais plus on grossit, plus c'est structuré. Mais souvent, on se pose un peu la question a posteriori. Tout ça pour dire que dès la création de la maison, en fait, la frontière entre ce qu'on destinait aux adultes ou aux enfants était pas vraiment un enjeu, en fait, dans la façon dont on faisait les bouquins. Et on a fini par s'apercevoir que c'en était un en librairie. Où effectivement, bêtement, l'espace du magasin étant ainsi fait que souvent c'est deux rayons différents, qui ne sont pas gérés par la même personne, qui n'ont pas les mêmes compétences, pas la même culture de l'image. Et on se retrouvait avec des livres qui étaient parfois pas au bon endroit pour toucher leur public. C'est pour ça qu'en 2019, on a monté donc, un label qui s'appelle 4048, et pour les lecteurs du futur, et dans lequel on a regroupé ce qu'on imaginait être plus directement destiné, ou en tout cas accessible à des jeunes lecteurs. Une fois que le label existe et qu'on se met à exister dans ce rayon, on reçoit aussi plein de projets, puis du coup ça génère de nouveau un espace de création qui s'est affirmé pour la jeunesse. Ce sont des albums qui sont pour le coup plus directement pensés pour eux dès le début du projet, quoi. Et du coup, la part de marché, décidément, personne ne répond à mes questions. Ouais. Hein. Samedi matin. Là, sur l'année dernière, je pense que ça représente à peu près 30% des livres qu'on vend pour 20 ou 25% du chiffre d'affaires. Parce que les livres jeunesse étant un peu moins chers que les bandes dessinées en général. Voilà. Et ce qui est en constante augmentation. Enfin, il y a 2 ans, on était entre 15 et 20%. Voilà. Donc, c'est sûr que ça se développe. Nous, on y consacre aussi de plus en plus d'énergie. Enfin, c'est chouette à faire. Voilà. Ça, petit à petit, ça grignote. Charlotte, est-ce que ce retour quand même à la bande dessinée jeunesse, c'est quelque chose de générationnel pour vous ? Je pense que oui. C'est-à-dire que les parents de maintenant, parce que c'est quand même souvent les parents qui achètent les livres pour leurs enfants, sont beaucoup plus réceptifs et ont grandi eux aussi avec une plus grande ouverture sur la bande dessinée. Et c'est le cas aussi des nouveaux professeurs des écoles qui sont aussi jeunes. Moi, j'ai vraiment vu une évolution dans les habitudes de lecture, et même maintenant mes enfants sont grands, mais quand elles étaient petites, on m'interpellait tout le temps en me disant mes enfants ne lisent pas, ils lisent que de la BD. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup moins maintenant, et surtout maintenant les enfants dans les écoles ont le droit de rapporter chez eux des bandes dessinées, d'apporter à l'école des bandes dessinées, alors qu'il y a encore 15 ans, puisque c'était à ce moment-là que mes filles étaient en primaire, on n'apportait pas de bande dessinée à l'école, et quand on allait en bibliothèque, on pouvait lire de la bande dessinée sur place, mais rapporter un roman à la maison. Et ça, les parents et les enseignants ont évolué et ont compris que d'abord c'était très difficile de lire de la bande dessinée, que c'était pas du tout quelque chose pour les feignasses. De savoir lire l'image et de savoir lire le texte en même temps, ça fait appel à des zones du cerveau qui sont complexes. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes plus âgées ne lisent que le texte dans les bandes dessinées et disent qu'ils sont pas du tout capables de lire de la bande dessinée parce qu'ils n'ont pas ce savoir-là. Il y a aussi, il me semble, quelque chose de l'ordre de la féminisation, où avant on avait beaucoup d'auteurs qui étaient plutôt masculins. Des fois, on pouvait dire des bonhommes. Margot, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même cette idée de féminisation qui ramène un nouveau public, qui ramène des nouveaux auteurs ? Oui, sans doute, mais j'ai l'impression que
la jeunesse, c'est quand même aussi vu comme un secteur plus féminin. Et du coup, souvent un peu dénigré. Enfin, là, à la mort de Bernadette Després, il y avait un article du Monde, je crois que c'était Le Monde qui était sorti et qui parlait qu'elle avait un trait qui relevait du dessin d'enfant, alors que je trouve qu'il y a une maîtrise incroyable dans son dessin. Et ouais, c'est dommage pour ça. Mais oui, la féminisation, je sais pas trop. Après, pour la jeunesse, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des femmes, en tout cas. Et vous diriez qu'il y a une sorte de mépris face au genre de la part des grands prescripteurs ? Un peu sans doute, mais comme tout ce qui peut un peu toucher à l'enfance, j'ai l'impression qu'aussi on peut se dire au niveau du style du dessin que tout ce qui est un peu rond, mignon, ça va être destiné à l'enfance. Alors que moi j'ai l'impression que quand je dessine des choses plus adultes, je vais pas, enfin mon dessin il est pareil, enfin et je me dis pas je dessine des choses rondes parce que c'est pour les enfants. Mais je pense que les deux sont entremêlés. Le fait, ouais. Émile, ils ont changé les auteurs que vous côtoyez en salon aujourd'hui, sont plus beaux, plus jeunes. Oui, non, c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé, en fait. Ils sont toujours aussi beaux. Non, je sais pas. En fait, j'ai l'impression, malheureusement, c'est pour ça que je suis très content de venir au salon, par exemple, tous les ans, pour me mettre un petit peu au courant de ce qui se passe, parce que j'ai l'impression d'être déconnecté, moi, pendant l'année, en fait, de vivre un petit peu comme un ermite. Et du coup, je suis bien content aussi de venir ici pour voir les nouvelles générations. Voilà. Sinon, on est rapidement à la masse. Je dis ça parce que j'ai essayé de suivre pendant pas mal de temps, en fait, ce qui se passait, en fait, dans le monde de la bande dessinée jeunesse. Et bon, je suivais pendant un certain temps. Puis là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Le temps passe trop vite. Et voilà, je suis un peu largué. Mais bon, voilà, j'essaie de me mettre un petit peu au courant. Ensuite, dire qu'il y a, je sais pas, qu'il y a une nouvelle génération qui, sans doute. Mais encore une fois, je les connais pas aussi bien qu'il y a 10 ans, en fait. Voilà. Ouais, moi, ce qui me paraît frappant quand même aussi, c'est qu'il y a un truc qui est quand même relativement récent et qui participe vachement à ce que le rayon jeunesse soit de plus en plus intéressant pour ce qui est de la bande dessinée, c'est que des auteurs s'y intéressent aussi. Là où, tu vois, quand tu faisais Jules à l'époque, où il y a eu Capsule Cosmique, mais les initiatives que moi je trouvais intéressantes en tant que lecteur dans la bande dessinée jeunesse, c'était vraiment très sporadique, quoi. Ou alors est-ce que c'est l'édition qui est plus ouverte? Est-ce que c'est aussi des auteurs qui ont grandi de façon plus libre avec la bande dessinée et qui du coup se sentent plus légitimes à le réinvestir maintenant? Mais en tout cas, il y a des propositions d'autrices et d'auteurs pour la bande dessinée pour les gamins qui sont vachement plus dynamiques, c'est plus riche, quoi. Non, c'est vrai, ça c'est vrai. Je trouve que oui, il s'est passé quelque chose là. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, pour refaire un petit peu l'histoire de la bande dessinée, il y a eu cette bande dessinée adulte qui est arrivée, qui a vraiment pris tout le marché. Plus personne ne faisait de la jeunesse, et on y est revenu. Et moi, j'ai l'impression, pour moi, c'est une preuve de maturité en fait de ce milieu-là, revenir à la jeunesse, s'apercevoir que travailler pour les enfants, c'est pas n'importe quoi. Et c'est un petit peu comme moi, je considère le média, la bande dessinée, tous les arts un petit peu, comme des entités, comme des humains, c'est-à-dire la bande dessinée par exemple était un art assez jeune qui au départ a été comme ça confiné créé pour la jeunesse et confiné dans l'idée de jeunesse, et puis finalement à la fin des années 60 elle a fait un petit peu sa crise d'adolescence, on va dire. On a commencé à parler de bande dessinée adulte, alors que bon, c'était pas vraiment. Quand on regarde ça aujourd'hui avec du recul, on s'aperçoit que c'est des bandes dessinées qui parlaient surtout il y avait de la violence et du sexe. C'est pas vraiment ça, de la bande dessinée adulte en fait. C'est plutôt de la bande dessinée qui transgressait, adolescente. On sentait bien qu'elle voulait ruer dans les brancards parce qu'elle voulait se débarrasser de cette image en fait de médias pour les enfants. Elle voulait maintenant d'écran. Regardez, on parle de sexe. C'est incroyable. Et en fait, maintenant, je sais pas. Je pense que à la fin des années 80, début des années 90. Elle a commencé à être adulte, réellement adulte, à travers en fait ses œuvres. Moi, je parle toujours en fait de ces exemples comme Maus,
Comme oui, ben il y a Persepolis aussi. Enfin, il y a aujourd'hui. Enfin, c'est des œuvres qui sont universelles et qui parlent vraiment à tout un lectorat qui n'est plus le lectorat exclusif de la bande dessinée. Donc en fait, c'est vraiment et qui peuvent être lus aussi par des enfants. C'est ça aussi qui me paraît important. Un truc, enfin Persepolis ou Mouse, ça peut être lu par les enfants. Moi, je trouve. Tout à fait. Mais il y a aussi le fait que la génération dite numérique, celle qui a commencé à travailler après les années 2000, nous on est du siècle dernier, Émile et moi, donc, il se trouve que les auteurs maintenant et les autrices n'ont plus ces barrières-là. Quand nous on a démarré, il y avait ceux qui faisaient de l'animation, ceux qui faisaient de l'album jeunesse, ceux qui faisaient de la bande dessinée, et c'était ils se croisaient pas, ils passaient pas d'un médium à un autre. Le numérique, la révolution numérique a fait exploser tout ça, et la maîtrise des logiciels, de l'outil, fait que ces barrières-là, elles sont tombées, et que les auteurs maintenant se déploient sur différents médiums. Quand tu disais que tu avais envisagé au départ de faire de l'album jeunesse, et puis que finalement tu avais choisi pour cet ouvrage-là de t'exprimer en bande dessinée, j'imagine bien que ça ne veut pas dire que tu t'interdis maintenant d'aller sur l'album jeunesse ou sur de l'animation ou sur des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, a modifié totalement le fonctionnement et la créativité. Parce qu'on voit maintenant même, on n'est plus dans des planches avec des cases, on se permet des pleines pages en milieu des récits pour donner des bouffées d'air. Les codes ont quand même été beaucoup revisités par cette génération dite numérique. L'explosion des codes, des genres. La BD jeunesse, c'est aussi une économie, et c'est ce dont on parlera après une petite pause avec Jean-Marie Ozanne qui, comme tous les soirs, va nous raconter ses meilleures anecdotes du festival. Je m'appelle Jean-Marie Ozanne, j'ai créé la librairie Folie d'encre à Montreuil en 1981. Pour rien au monde, je ne raterai un épisode de cette aventure. Pour faire un bon salon, il faut des raconteurs d'histoires. J'étais là, près de l'entrée, j'attendais une livraison express. Il nous manquait des livres pour une dédicace. Et cette dédicace, c'était pas n'importe qui. C'était PEF. Alors j'attends. Et voici, à ce moment-là, que arrive une petite fille qui se poste vraiment juste devant moi, me regarde dans les yeux et d'une voix assez fluette, mais très décidée, me dit « Tu me racontes une histoire ?» Alors cette petite fille-là, qui semblait être directement sortie d'un film, genre La petite maison dans la prairie, je lui dis « Ben non, j'attends des livres, je ne peux pas te raconter d'histoire. » Elle me regarde avec un œil un peu curieux, se retourne et s'en va. Je continue à attendre, et puis d'autant plus qu'on avait vraiment besoin de ces livres. Et la petite fille revient, elle se repointe devant moi, avec son regard perçant, et elle me dit « Tu me racontes une histoire ?» Alors je lui dis « Ben non, pourquoi ? Ben j'attends toujours les livres. » Bon, alors elle se retourne et elle s'en va une fois de plus. Passe encore un petit peu de temps et je la vois revenir et me dire « Mais pourquoi tu ne veux pas me raconter une histoire ?» Elle me regarde droit dans les yeux. Et à ce moment-là, je vois un type déambuler comme ça avec un carton et je devine que c'est la livraison que j'attends. Je me retourne vers la petite fille et je lui dis « Écoute, j'ai pas le temps. » Je prends le carton, je l'amène sur le stand, on déballe, on range, PEF arrive, il fait une dédicace, tout se passe bien, je suis content, j'ai un peu oublié bien évidemment la petite fille, je déambule tranquillement dans le salon. Et à ce moment-là, il y a une dame qui vient, genre 30, 40 ans, qui se met en face de moi et qui me dit « C'est vous le raconteur d'histoire ?» J'étais un peu étonné par sa question. Est-ce que c'était la maman de la petite fille ? Voilà. Est-ce que c'était la petite fille qui avait grandi d'un seul coup pendant la dédicace de PEF ? En tout cas, j'étais soulagé qu'elle ne me demande pas de lui dessiner un mouton.
Quelle chute. Olivier Bron, on dit souvent qu'il y a un gros turnover en rayon jeunesse en librairie. Comment on fait pour se positionner dans un rayon quand on arrive ? Vaste question. Alors oui, il y a un turnover. Après, je trouve que c'est quand même pas tout à fait Je le trouve plus violent en bande dessinée, le turnover. Donc finalement, nous, arrivant d'une implantation au rayon BD, on a plutôt été agréablement surpris par la durée de vie des livres. Mais je trouve qu'il y a... Évidemment que c'est important la façon, ce qui se passe dans les premières semaines quand le livre arrive en librairie, mais en jeunesse, peut-être dû au fait que c'est quand même plus rapide à lire aussi, mais en tout cas, c'est beaucoup plus frappant. On a moins de mal à faire lire nos livres aux libraires. Là où en bande dessinée, ça continue d'être un enjeu, que les libraires prennent le temps de lire tout ce qui arrive, c'est compliqué, ça demande vraiment des heures de lecture. Et où j'ai l'impression qu'en jeunesse, ce travail-là est fait de façon plus systématique, ce qui, du coup, permet à plus de libraires d'aller de façon organique vers un bouquin dont ils ont aimé l'histoire. Et une fois que ce travail-là est fait, en fait, il y a une grosse part qui est gagnée sur la vie du livre. Où, si le libraire décide de s'investir dessus, il peut le garder longtemps en rayon. Et en tant qu'éditeur indépendant, alors je dirais pas que la question notre point de vue était tellement de savoir si on était un éditeur indépendant ou pas, mais de travailler avec un diffuseur qui est encore jeune en jeunesse, qui est pareil. Nous, on travaille chez Belles Lettres Images, qui est historiquement implanté en bande dessinée. Biscotto, donc l'éditeur, ou les éditrices d'ailleurs de Margot, sont aussi chez Belles Lettres. L'arrivée de Biscotto, le fait qu'il se développe, le fait que nous on aille vers la jeunesse, le port à Jauny, il y a aussi plusieurs éditeurs comme ça qui ont rejoint Belles Lettres. Mais notre enjeu, il était plutôt de faire entendre aux libraires qu'il fallait aussi s'intéresser à ce diffuseur-là si on veut de la jeunesse. Être un éditeur indépendant, après, ça c'est un message politique à marteler dans la librairie et à faire passer, où c'est évident que le libraire a fait un choix qui est pas anodin quand il choisit de vendre un bouquin d'un grand groupe, avec ce que peuvent représenter politiquement les grands groupes en ce moment, d'un éditeur indépendant. Alors après, je dis pas que tous les indépendants sont angéliques, et il y a aussi un tri à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce choix-là, il est de la responsabilité du libraire. Nous, notre responsabilité, c'est de l'informer sur comment on travaille, pourquoi on travaille, et après, qu'il soit en mesure de faire ses choix aussi en fonction de ça, quoi. Charlotte, est-ce que la montée en puissance du genre, selon vous, prend des parts de marché au secteur jeunesse en général ? La montée en puissance du genre, c'est-à-dire de la bande dessinée jeunesse. Exactement. Mais la bande dessinée jeunesse et la littérature jeunesse marchent très très bien, mais plus discrètement. Donc en fait, c'est moins tonitruant, mais ça fonctionne très bien. Et on voit bien que là, en ce moment, les secteurs florissants, c'est effectivement la BD jeunesse et la jeunesse. Donc je pense que la littérature jeunesse, c'est une littérature de fond. C'est du long-seller, ça reste en librairie, effectivement, ça s'installe durablement. On est les prescripteurs que sont les libraires, les bibliothécaires, ils gardent les livres. Et je vois par exemple, pour Rue de Sèvres, on a voulu suivre le chemin de notre maison mère en ayant dans l'envie de faire un catalogue de fond, ce qui en bande dessinée n'allait pas de soi forcément. Et aujourd'hui, tous les livres qu'on a sortis depuis 10 ans sont tous disponibles, sont tous réimprimés, continuent à exister. Donc effectivement, c'est moins tonitruant au départ, mais ça s'installe durablement, et même si le lecteur par essence est volatile puisqu'il grandit, d'abord ils lisent, ils relisent, ils sont fidèles, ils lisent 10 fois les livres, ce que font beaucoup moins les adultes, et puis ils transmettent, et puis ça reste effectivement dans les bibliothèques et dans les librairies. Et la bande dessinée jeunesse a de la chance, c'est-à-dire qu'elle rentre et en librairie jeunesse, et en librairie généraliste, et en librairie spécialisée BD. Et t'évoquais le lectorat, pardon, mais c'est aussi un lectorat qui se renouvelle énormément. Oui, il grandit, mais il se renouvelle. Oui, c'est ça. Et alors, comment parler en BD aux enfants ? Margot, vous l'avez un petit peu dit, l'humour a une grande place dans vos ouvrages, je l'espère. Comment on fait rire les enfants en BD ? J'ai l'impression que c'est aussi comment faire rire tout le monde. Enfin... moi, quand je lisais des BD enfants, c'était surtout pour rigoler. Et après, quand j'ai grandi, j'avais l'impression que la BD, c'était
soit des trucs de sexe et de violence, soit des trucs de SF ou fantasy. Et c'est après, en découvrant Anouk Ricard, Antoine Marchalot, que je me suis dit « Ah, mais il y a de la BD adulte qui fait rire aussi ». Et je trouve que quand je fais des blagues, en tout cas, quand je pense mes blagues, je pense à ce qui va me faire rire moi ou mon entourage, mais je pense pas spécifiquement à ce qui va faire rire aux enfants parce que j'en ai assez peu auprès de moi. Et du coup, quand je rencontre des lecteurs et lectrices qui sont des enfants et que je vois que ça les fait rire, je sais pas, c'est la gratification suprême parce que je sais pas du tout si ça va leur plaire ou pas et j'ai très envie que ça leur plaise. Parce que c'est ce que j'ai cherché à faire. Et sinon, il y a différents... il y a des running gags dans la BD, il y a des jeux avec le langage aussi, parce que j'ai l'impression que les enfants, ils ont une inventivité dans le langage. Et c'est pour ça que j'ai choisi 2 personnages qui sont enfants, pour qu'elles puissent aussi porter ça. Et aussi, après, tout ce qui est autour du pipi, caca, prout. Mais ça marche aussi à tous les âges et c'est des blagues qui me font rire aussi adultes. Oui, un grand classique et je vois que ça nous fait rire tous autour de la table. Émile, vous êtes, je crois, l'un des plus fervents défenseurs du dessin. Je crois qu'on peut le dire. Pour vous, c'est même plus important que l'écriture. Pourquoi c'est essentiel, selon vous, de parler avec un dessin ? Non. C'est autre chose. Je dis qu'en fait, le dessin, c'est une écriture. En fait, c'est ça surtout. En fait, je défends le dessin en tant qu'écriture. C'est surtout ça qu'il faut voir. Le dessin peut remplacer l'écriture, mais parce que c'en est une. En fait, c'est surtout que je dis souvent que pour moi, ça a été ma première écriture, comme vous. Comme tout le monde, hein, comme vous tous ici, quand on a commencé à tenir un crayon, on s'est mis à dessiner. C'est notre première façon de nous exprimer, ça a été le dessin. Et donc, moi, je dis simplement que si vous le voyez comme ça, c'est vraiment une écriture naturelle, en fait, qui correspond même d'ailleurs si vous voyez le parcours de l'humanité, en fait, le rapport de l'humanité à l'écriture, c'est le même. Hein. C'est le dessin, on commence par le dessin, et du dessin, on passe à des symboles, et ça devient une écriture qu'aujourd'hui, on voit plus le côté figuratif, en fait, du dessin dans notre écriture, dans notre alphabet, mais en fait, il est assez flagrant. Enfin, c'est dommage d'ailleurs qu'on n'apprenne pas ça dans les écoles primaires. Ça, je le dis tout le temps, ça fait partie, en fait, de cet enseignement, en fait, qui est très mal fait, parce que pour combler le fossé qui existe entre justement l'enfance et le monde adulte dans notre société, c'est exactement le même qui existe entre le dessin et l'écriture, en fait. Il y a cet a priori, en fait, sur ce qu'est le dessin. Et si on expliquait, si on nous racontait un petit peu l'histoire de l'écriture, l'histoire de l'alphabet, on se rendrait bien compte que nos lettres sont des dessins, en fait, des dessins et qui étaient à la base figuratifs et qui représentaient réellement quelque chose. Et ce serait beaucoup plus simple de faire ce pas entre l'enfance, pour les enfants, entre le dessin et l'écriture, comme leur montrer. Et ça, c'est un truc, c'est un truc d'immaturité aussi, de comprendre qu'une société n'a pas encore compris ça, en fait, d'où elle vient, ne renie son enfance. Vous voyez, c'est un petit peu ça, parce que comme je disais tout à l'heure, là, j'avais pas fini mon discours par rapport, en fait, à la bande dessinée. Une bande dessinée qui se dit adulte alors qu'elle ne parle que de violence et de sexe, c'est pas du tout une bande dessinée adulte, c'est une bande dessinée adolescente. Donc voilà. Donc c'est ce parcours-là, en fait, toujours qu'il faut voir. Et donc voilà. Et donc le dessin, c'est. Moi, je pense que dans une société, on va dire normale, entre guillemets, une société qui apprend à se cultiver, tout le monde devrait savoir dessiner. Et c'est toujours étonnant de voir des adultes qui voient d'autres adultes et qui sont étonnés par le fait qu'ils dessinent, quoi. Alors, moi, je me souviens, moi, j'ai jamais lâché le dessin, j'ai toujours continué à dessiner. Et quand on me demandait, comment ça se fait que tu dessines ? Et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je me disais, mais je retourne à la question, je dis, comment ça se fait que tu ne dessines pas, quoi ? C'est ça le problème de cette société. C'est une écriture universelle, il faut le comprendre. Donc c'est bête vraiment de s'en passer. Je pense que c'est une des... c'est un problème civilisationnel. Et je pense que ça fait partie, en fait, de la bêtise humaine, en fait. On est immature, on n'a pas encore bien compris. D'ailleurs, regardez, le 21e siècle, c'est n'importe quoi. On se retrouve... on régresse, c'est terrible. Donc, alors que, je vous dis, si tout le monde savait dessiner, je pense que le monde irait mieux, parce qu'on communiquerait beaucoup plus simplement. Margot ? Oui, et je trouve que aussi quand on fait des ateliers de dessin auprès d'adolescents ou d'adultes et qu'ils nous disent je sais pas dessiner,
Et ça revient à ce que tu dis, mais écrire, du coup, c'est dessiner et juste leur dire, si, tracer un trait, c'est déjà un dessin. Et ouais. Et je trouve ça dommage qu'il y ait ce truc de je sais plus dessiner, je sais pas dessiner, et cette appréhension. Non, mais c'est puéril en plus. Voilà, c'est vraiment les gens qui disent non mais moi le dessin, on sent bien qu'il y a un peu de condescendance quoi. Je suis passé à autre chose. Maintenant je suis grand. Ils me disent mais non, tu devrais pas parce que là t'es resté coincé dans une adolescence en fait qui prétend être mûr alors que pas du tout. Décidément, ils sont bêtes ces adultes. Oh, mais c'est pas des adultes. Il y a pas d'adultes. C'est ce que je dis tout le temps. Il y a que des adolescents attardés. Olivier Bron, vous proposez d'ailleurs des BD muettes. Quel lien la BD muette ça peut créer avec un enfant? Alors justement, je trouve que ce qui a été frappant nous sur les BD muettes qu'on a publiées, c'est plutôt qu'ils permettent à l'enfant de s'emparer de la lecture seul avant d'apprendre à lire, quoi, et sur des âges où on est encore normalement en lecture accompagnée, on peut quand même aller chercher un bouquin dans sa bibliothèque, ce qu'ils font de toute façon, même avec des livres avec des bulles, mais à partir du moment où ils les connaissent par cœur, ils les relisent seuls. Mais c'est vrai qu'il y a un accès qui est chouette aussi, puis j'ai vraiment eu des exemples autour de mes filles, de gamins qui prennent qui s'investissent dans des petits livres muets, là, où je pensais des choses comme Zouzou, Ozo, je sais pas... mais qui sont des petites histoires à la portée d'enfants, avec souvent des créatures qui se promènent, qu'il arrive tout un tas d'aventures. Donc la bande dessinée permet quand même, à peu près dans le même nombre de pages, plus de densité narrative que des grandes images pleines pages. Il se passe plein de choses, il y a une séquence, donc il y a aussi plein de choses qui sont suggérées. Et ça, l'enfant y a accès assez tôt, quoi. Et c'est vrai que le fait de proposer des BD muettes, il y a des séries comme Petit Poilu, des trucs qui sont très bien implantés sur ces raisonnements-là. Et je trouve que ça permet aussi à des enfants d'accéder à la bande dessinée avant même de savoir lire, quoi. Charlotte, on parle beaucoup de bande dessinée traditionnelle, j'ai envie de dire, autour de cette table. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le manga que vous avez lancé. Enfin, pas le manga, mais une collection. Oui, on n'a pas lancé le manga. Non, on n'a pas cette prétention-là. Ça faisait un petit moment qu'on se posait la question de savoir s'il était pertinent d'aller ou pas sur ce secteur-là, puisqu'il y avait déjà tellement de propositions qui étaient faites qu'on se demandait s'il y avait vraiment quelque chose à ajouter. Et il se trouve qu'on a été contacté par Rémi Inghilterra et Michael Brun-Arnaud, qui sont l'un professeur des écoles et critique manga, et l'autre libraire spécialisé manga, et qui, eux, avaient identifié sur le marché du manga japonais des niches qui sont vraiment des récits qui s'adressent aux enfants avec des très belles illustrations, et pour eux ça faisait sens de venir le proposer au groupe École des loisirs et donc Rue de Sèvres, et donc on a lancé cette collection au printemps avec on en fait peu. L'idée c'est de proposer des très beaux récits, des très belles illustrations, et ça fonctionne. Alors on arrive tranquillement, mais là pour la première fois, la CBD Jeunesse, l'association des critiques et journalistes spécialisés BD, a sélectionné dans cette année 2 mangas, et c'est Le Voyage d'Ourselune qui a remporté pour la première fois un manga, a été lauréat de ce prix. Donc on est très contents. Margot, peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous ressentez dans le renouveau un petit peu de cette BD, de l'influence du manga qui est omniprésent, on le voit d'ailleurs sur les stands ici? Oui. Moi, j'en lisais enfant du manga, mais maintenant plus trop, et j'ai pas trop été bercée à ça. Mais là, j'ai l'impression que j'y reviens pas mal, notamment aussi avec des rééditions chez Cornelius ou chez Misma. Chez Misma, par exemple, il y a Sarami, et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai l'impression que en ce moment, c'est une inspiration, en tout cas, assez forte pour Nana et Nini dans l'expressivité qu'arrive à trouver, qui est dans le manga et dans le découpage aussi, et dans la finesse du rythme aussi.
Merci beaucoup à tous les quatre. Alors peut-être vive le langage universel, vive peut-être pas la BD jeunesse, mais la BD sans âge. Et merci encore une fois d'être présent dans la télé du salon. Je vous retrouve quant à moi demain pour un nouvel épisode sur le webtoon.